Que ce soit à Lhasa, au Tibet ou dans tout le pays, on connaît sur son chemin des difficultés et des vicissitudes. Pourtant, l'histoire poursuit toujours sa marche en avant. Le Tibet est en marche. Le Tibet prend son vol. Une vision de la réalité tant de fois répétée qu'un milliard de Chinois en sont convaincus. Des promesses de développement tant de fois entendues que le reste du monde semble lui aussi prêt à y croire. Quant aux Tibétains, difficile d'entendre leur point de vue. Le gouvernement chinois n'admet pas la liberté d'expression. Reste la parole des exilés. Beaucoup vivent aujourd'hui à Dharamsala, au contrefort de l'Himalaya indien, autour du plus illustre d'entre eux, Tenzin Gyatso, le 14e Dalai Lama. Les premiers arrivèrent il y a 50 ans, dans les pas de leur chef spirituel. Les autres, au fil des convulsions du Tibet. Seuls les témoignages de ces réfugiés sont susceptibles d'offrir une version différente de celle des médias chinois. Si on écoute la propagande des autorités chinoises, qu'est-ce qu'on entend? Qu'elles ont distribué des maisons et du bétail aux familles. Mais la réalité, c'est que les Chinois ont détruit toutes les maisons tibétaines pour les remplacer par des barres de béton. Bien entendu, en les faisant payer en partie par la population au nom de la modernisation du pays. Et si on va dans les campagnes reculées, ce qu'on y trouve, c'est des familles très pauvres. Et ces familles se demandent comment elles vont faire pour survivre le lendemain. Officiellement, ce qu'ils disent, c'est que la liberté de culte est garantie. Mais ça, c'est de la théorie. C'est ce que les Chinois déclarent à tout bout de champ, dans les médias, avec de grandes phrases. La réalité, c'est que tous les Tibétains ont foi en la personne de sa sainteté, le Dalai Lama, mais qui n'ont même pas le droit de posséder une photo de lui. Ils affirment qu'ils ont ouvert de nombreuses écoles, c'est exact. Mais ils ne les ont pas construites pour améliorer le niveau d'éducation des enfants tibétains, ni pour leur permettre d'acquérir plus de compétences. Ces écoles, ils les ont bâties pour propager l'idéologie de la Chine rouge. Leur finalité, c'est simplement de faire de nous des collaborateurs complaisants. C'est pareil pour les routes. S'ils les ont construites, c'est pour pouvoir transporter les ressources naturelles, les minerais et les produits agricoles hors du Tibet. C'est aussi pour faire venir des Chinois. Les routes et les aéroports ont été construits pour servir leurs propres intérêts, pas pour améliorer le Tibet. Si c'était le cas, regardez la situation d'aujourd'hui. Qui a prospéré? Est-ce que ce sont les Tibétains ou est-ce que ce sont les Chinois? Tout a été pensé par Mao Tse-tung dès 1949. La révolution communiste à peine victorieuse, Mao reprend à son compte l'ancienne prétention impériale consistant à imposer la souveraineté chinoise sur le Tibet. Peu lui importe la réalité historique, peu importe que ce pays soit gouverné depuis des siècles par les Dalai Lama. La première phase du plan maoïste est simple, faire admettre par les autorités tibétaines elles-mêmes que la colonne chinoise qui se dirige vers Lhasa n'est pas une armée de conquérants, mais une armée de libération contre l'emprise de l'impérialisme occidental. Quand les troupes chinoises sont entrées en 1950 dans les régions historiquement placées sous la juridiction du gouvernement des Dalai Lama, elles avaient déjà écrasé 7 à 8 000 soldats tibétains, c'est-à-dire la totalité de notre force militaire. L'armée chinoise aurait donc pu poursuivre son avancée jusqu'à Lhasa sans rencontrer la moindre résistance. Mais au lieu de cela, les dirigeants chinois ont décidé de stopper leurs troupes dans la région de Chamdo.
à l'est de ce qui est aujourd'hui la région autonome du Tibet. La raison de cet arrêt, c'est qu'ils voulaient engager des pourparlers afin d'obtenir de notre part un accord. Un accord, les historiens le reconnaissent, que nous avons dû signer sous la contrainte. Au terme de cet accord en 17 points signé le 17 mai 1951, le Tibet perd l'Amdo, région natale du Dalai Lama, et le Kham qui sont intégrés à des provinces chinoises. Réduit à sa moitié occidentale, il conserve un gouvernement autonome et ses structures sociales et religieuses. Une concession mineure pour Mao, qui obtient ce qu'il cherchait. Le Tibet est officiellement déclaré libéré et non pas annexé, preuve qu'il a toujours été chinois. Toute critique sur la politique chinoise au Tibet pourra dans le futur être dénoncée comme une ingérence dans les affaires intérieures de la Chine. La première partie du plan de Mao est réalisée. Dire que le Tibet a toujours été partie intégrante